Abordant l'univers scientifique à travers des cas concrets qui touchent le public, l'émission Découverte captive des milliers de téléspectateurs chaque semaine depuis 1988. Une grande partie du succès de ce magazine télé revient à l'animateur d'expérience Charles Tisser. Étant conférencier invité lors du congrès annuel de la Fédération des astronomes amateurs du Québec 2011 à Saint-Félicien, M. Tisser a accepté de s'entretenir avec l'équipe des coulisses de la science. Rencontre avec celui qui vulgarise et démystifie avec brio tout ce qui se rapporte à la science chaque dimanche soir. D'abord, M. Tisser, évidemment, on va parler de l'émission Découverte. Comment en êtes-vous venu à l'animer, cette émission? Bien, c'est parce que j'avais un intérêt pour la science depuis toujours et quand je suis arrivé aux nouvelles en 1978, aux nouvelles télévisées de Radio-Canada à Montréal, très rapidement, je me suis intéressé au domaine de prédilection scientifique. Ça n'existait pas aux nouvelles à l'époque. On ne considérait pas la science comme étant une nouvelle. Et je me souviens d'avoir présenté à mon affectateur de l'époque un sujet en sciences sur la conception et la construction du premier bras télémanipulateur canadien, le célèbre Canadarm de la navette spatiale, en lui disant « Savais-tu qu'on construit ça à Sainte-Anne-de-Bellevue, juste à côté de Montréal? » Il me dit « Non, je ne savais pas ça. Est-ce que tu trouves que ce serait un bon sujet, un sujet de nouvelles pour notre émission? » Ah ben oui. Alors j'ai fait un premier reportage et après ça, on ne m'a plus jamais dit que la science n'était pas une nouvelle. J'en ai fait des centaines aux nouvelles comme ça, ce qui m'a amené à animer l'émission Découverte par la suite. Donc, c'est votre désir de propager la science un peu qui vous a amené à finalement animer Découverte? Oui, c'était la possibilité inouïe pour moi de travailler 100% du temps professionnellement dans le domaine de prédilection qui m'intéressait le plus en journalisme, c'est-à-dire la couverture scientifique, les progrès de la science. Si vous permettez, on va faire un petit saut à l'arrière de la caméra. Pour les gens qui vous suivent depuis plusieurs années à Découverte le dimanche soir, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, la conception de l'émission. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est un travail d'équipe, hein, comme tout ce qu'on fait dans la vie, en particulier en télévision. Donc, nous avons 6 journalistes, 6 réalisateurs, adjoints à la réalisation, patrons, puis on se réunit toutes les 2 semaines autour d'une table de production et on discute des sujets qui sont présentés par les uns et les autres en fonction de l'actualité scientifique, en fonction des progrès de la science, et on décide tous ensemble lesquels sont les plus porteurs, lesquels sont les plus intéressants. Et ces réunions bimensuelles nous permettent de choisir les bons sujets. Ensuite, il faut faire la recherche, appeler les scientifiques, leur demander exactement sur quoi ils travaillent, leur demander de nous envoyer leurs documents. Ensuite, il faut tourner le reportage, faire les interviews. Il faut aller tourner peut-être à d'autres endroits pour aller chercher des images, faire une recherche d'images d'archives qui viennent compléter le reportage. Ensuite, quand on revient à Montréal, bien, on écrit le scénario, on visionne les images, on choisit les meilleures images, les meilleurs moments d'interview. On construit donc le scénario de façon complète. Et puis là, avec les patrons, on revoit ça, on retravaille ça. Et finalement, ça va au montage. Et environ 1 mois plus tard, c'est en ondes à Découverte. Donc, il n'y a pas vraiment d'étapes à suivre, de démarches précises. C'est vraiment selon le reportage, vous y allez comme ça, vous parlez en équipe et ensuite ça s'enchaîne. Oui, c'est ça. Puis on choisit les sujets parce qu'on a toutes sortes de sources d'informations. On lit les revues de vulgarisation scientifique, mais aussi les revues plus spécialisées dans lesquelles publient les scientifiques après que leur papier ait été revu par leur pairs. Et ensuite, ils publient, puis c'est sur Internet. Souvent, ils font des conférences de presse. On est ameuté par les médias internationaux. On suit ça de très près. Et puis, on est en communication avec certains centres de recherche très spécifiques dans différents domaines de la recherche pour savoir où en est la progression de la science. Et ça nous oriente vers les meilleurs sujets, les sujets les plus pertinents pour le public. Et puis, ces sujets-là sont amenés à la table de production et on en discute, ce qui amène le tournage des reportages et finalement une émission complète avec 4 ou 5 reportages, on l'espère, le plus différent possible pour que ce soit une émission variée pour le grand public. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on serait surpris de savoir à propos de Découverte? Que c'est pas une émission qui a d'énormes moyens. C'est drôle à dire, mais on se débrouille avec des moyens qui sont adéquats, mais dont on espère qu'ils pourraient être plus importants. Mais la science à la télévision, ça coûte cher.
particulièrement si on veut appuyer les reportages par des descriptions, des explications avec des images en infographie et en 3 dimensions. Ce sont des ordinateurs très coûteux avec des artisans de pointe qui travaillent pendant des heures et des heures pour animer toutes ces images-là, les faire les plus vivantes possibles. Et tout ça coûte très cher et les tournages coûtent très cher. Et on est en long de 52 semaines par année. Donc, je dirais que la plus grosse difficulté que nous avons à Découverte, c'est de réussir à sortir le plus de reportages possible, produits par nos équipes du Québec et du Canada, avec les budgets que nous avons. On essaye d'en faire le plus possible, mais on aimerait avoir plus de budget. Remarquez que ce n'est pas propre à Découverte. Toutes les émissions sur Terre vous diraient la même chose. Mais dans le cas de Découverte, je dirais que c'est notre principal défi à relever. On parle de défi. Est-ce que vous avez une vision précise de la mission de Découverte? Oui, certainement. Certainement. Depuis les tout débuts de la télévision à Radio-Canada, en 1952, en commençant par les émissions de Fernand Seguin, le grand vulgarisateur scientifique qui est notre exemple à tous. Je pense à La science en pantoufles, je pense à La flèche du temps, etc., Atomes et galaxies plus tard avec Raymond Charette. C'était toujours le même mandat, c'est-à-dire faire le lien entre les recherches qui se font par les scientifiques en tant que spécialistes dans leurs laboratoires et dans leurs instituts, avec leur langage, avec leur façon très pointue, très rigoureuse d'aborder les sujets, et le grand public, faire le lien entre les deux. Donc d'abord comprendre ce que font les scientifiques, le rendre le plus clair possible pour le public et le rendre très attrayant aussi, ludique même, pour que l'écoute d'une émission comme Découverte ne soit pas un pince-homme, mais soit plutôt une détente, un agrément, quelque chose qu'on a envie de faire dans ses loisirs du dimanche, début de soirée. On sait que le lendemain, c'est lundi, on retourne aux études ou on retourne au travail. On n'a pas envie de suivre un cours universitaire ou de cégep à ce moment-là, même si ces cours-là peuvent être passionnants. Ce n'est pas le lieu de cela. Ce qu'on veut, c'est être diverti, mais en même temps, culturellement et au niveau d'une meilleure acquisition du savoir. Donc, le mandat de Découverte, c'est de vulgariser la science, de la rendre attrayante et de rejoindre le plus grand public possible. Si on s'adresse à 12 personnes, l'émission n'existe pas. L'émission existe si on s'adresse à 700 000, 800 000, 900 000, qui sont les codes d'écoute de Découverte. Pendant qu'on parle du côté humain de Découverte, quel est le reportage qui vous a le plus marqué, le plus touché? Oh, je pense que c'est un reportage, il y en a eu tant, mais celui qui me vient à l'esprit, c'est celui qu'on a fait sur le Parkinson et sur en particulier un individu qui était atteint du Parkinson et qui luttait héroïquement contre cette maladie qui est progressive, dégénérative et qui peut, à la longue, vous handicaper au point où votre qualité de vie en souffre grandement. Ça, c'est un des reportages, je pense, qui m'a le plus touché, c'est sûr. Un autre sur l'anorexie. Beaucoup de jeunes filles, depuis tellement longtemps, sont obsédées par la minceur et veulent tout faire pour être le plus mince possible. Certaines jusqu'au point où elles ne mangent plus ou ne mangent presque plus. Ce qu'on découvrait dans ce reportage, c'était des jeunes filles, une jeune fille en particulier pour qui la nourriture était un poison. Elle regardait un bol de céréales, si je me souviens bien, et son impression, c'est que c'était du poison. Et on la suivait dans une thérapie de groupe qui lui permettait pas à pas de surmonter ce problème et de se remettre à s'alimenter normalement, ce qui était très beau à voir, un défi qu'elle arrivait à relever. Mais ça m'avait beaucoup ému de voir tant de jeunes filles affectées par ce syndrome qui est d'une infinie tristesse, parce qu'au contraire, les jeunes filles doivent manger, elles sont en plein développement, leur corps grandit, se développe, et puis elles ont besoin d'être fortes, elles ont besoin de se préparer à la vingtaine où elles pourraient devenir mères, entre autres, et sans compter leurs études et leur travail, et elles se privent de nourriture, ou elles mangent très mal. Alors ça, tout ça pour être le plus mince possible. Quand les garçons ne souhaitent pas que leurs blondes soient les plus minces possibles. Je veux dire, tu sais, ça ne vient pas des garçons, ça vient d'où? Alors ça, c'était, je pense, un des reportages qui m'a le plus ébranlé sur le plan humain. Des sujets dont il faut parler, mais qui sont plus difficiles à traiter. Oui, certainement.
Comment expliquez-vous qu'après autant d'années, Découverte soit toujours de plus en plus populaire auprès des Québécois? Bien, je pense que c'est parce que le public s'intéresse beaucoup plus à la science qu'autrefois. Quand j'ai commencé dans le domaine des nouvelles, le public s'intéressait à la science, mais il n'y avait pas autant de sujets scientifiques qui faisaient la manchette et qui nous interpellaient sur un plan individuel. Il n'y avait pas le réchauffement climatique, il n'y avait pas les OGM, il n'y avait pas les nouvelles méthodes de reproduction, il n'y avait pas tous ces reportages et tous ces dossiers qui inquiètent les gens et qui viennent les ébranler dans leur vie quotidienne. Et donc, on a vu ces grands dossiers-là devenir de plus en plus captivants et importants pour monsieur, madame, tout le monde. Or, il se trouve qu'une émission comme Découverte, sa vocation, c'est justement de traiter de ces grands sujets-là de la façon la plus vivante et accrocheuse possible. Donc, je pense qu'il y a une concomitance d'intérêt à la fois de la part du public qui souhaite avoir ce type d'émission et de la part de Radio-Canada en tant que diffuseur public qui se dit c'est notre mandat de présenter ces émissions-là à la population. Donc, en 2011, ce sera un avantage d'approfondir sa culture scientifique. C'est une nécessité parce que les scientifiques sont extrêmement actifs dans tous les domaines de la recherche. Et dans une démocratie, les citoyens, leur premier devoir, c'est de voter et de voter en connaissance de cause pour les partis dont ils estiment qu'ils présentent les programmes les mieux adaptés à ce dont nous avons besoin en tant que société sur le plan du progrès social. Or, comment peut-on voter en connaissance de cause pour le bon parti en ce qui nous concerne si on ne connaît pas les enjeux scientifiques, si on ne sait pas sur quoi travaillent les scientifiques, les mêmes scientifiques qui seront subventionnés plus tard par les députés et les ministres qu'on va élire. Alors, il faut savoir ce que font les scientifiques, il faut suivre la progression de la science afin de pouvoir, à travers le système politique, bien les encadrer et les aider à atteindre les objectifs qu'ils se fixent. C'est un effort de société, c'est un effort collectif. C'est pas les scientifiques d'un bord et les citoyens de l'autre, c'est tout le monde ensemble. Mais pas que les citoyens votent en connaissance de cause ou agissent politiquement en connaissance de cause, il faut qu'ils sachent ce que font les scientifiques. Donc, pour vous, il est évident que la culture scientifique n'est pas simplement liée aux sciences pures. Non, la culture scientifique est à tous les niveaux et il est clair que la spécialité est absolument essentielle parce que c'est ce qui fait vraiment avancer la science. C'est le fait qu'un individu va se concentrer sur un détail qui le passionne pendant 10, 15 ou 20 ans pour finalement obtenir une percée qui va permettre à d'autres scientifiques d'avancer encore plus. Donc, la recherche très pointue et spécialisée est absolument nécessaire, mais ce qui est nécessaire aussi, c'est un lien, encore une fois, entre ces spécialistes-là et le grand public. Il faut idéalement avoir des scientifiques généralistes, qui sont des communicateurs scientifiques, qui vont s'intéresser à la cardiologie, à l'astronomie, à la biologie, à l'espace, et qui vont réussir à régulièrement traduire ce que font les spécialistes et savoir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas pertinent, et agir avec une grande rigueur, la même que celle des scientifiques eux-mêmes. Il faut que le journaliste scientifique agissent de façon absolument rigoureuse pour pouvoir respecter et honorer le travail qui se fait, bien sûr. Donc, c'est un devoir collectif que d'approfondir sa culture scientifique. Ça fait partie de ce que nous devons faire dans la vie, c'est-à-dire nous cultiver le plus possible, acquérir le plus de savoir possible pour pouvoir être des individus qui ont suffisamment de connaissances et ont réfléchi à suffisamment de choses pour être des citoyens vraiment productifs, constructifs dans une société, utiles, créateurs. Et il faut pas toujours avoir l'impression de découvrir des choses nouvelles quand elles ont été découvertes avant. Ça s'appelle défoncer une porte ouverte ou inventer la machine à coudre. Pour savoir que ce à quoi on pense n'est pas particulièrement nouveau et qu'on devrait peut-être raffiner ça ou passer à autre chose, il faut avoir de la culture, il faut avoir lu, il faut avoir étudié. Et à la base de tout, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Il faut étudier, il faut aller chercher des diplômes qui viennent valider les connaissances acquises. C'est comme ça qu'on devient un être humain qui a de réelles et grandes valeurs à contribuer à une société.
Quand on pense qu'on évolue, l'Homo sapiens, depuis quelques centaines de milliers d'années seulement, qu'on a atteint un niveau de conscience tel qu'on est conscient d'exister puis qu'on est capable de travailler dans tous ces domaines-là de la connaissance, eh bien, faisons-le. Ne refusons pas ces connaissances-là en se disant, ben non, moi, j'ai pas besoin de ça, puis je vais lâcher l'école à 15 ans, c'est pas grave, et puis je vais me trouver un travail, je vais gagner ma vie, et puis, à moins d'être quelqu'un d'extrêmement brillant, qui ait des idées d'entrepreneur extrêmement nouvelles et originales, ce qui va arriver, c'est que cet individu-là, jeune, va se parquer dans un rôle social et individuel qui va être décevant pour lui, parce que n'ayant pas assez étudié, il ne pourra pas avancer suffisamment dans la vie. Et combien de fois, nous, en tant que journalistes scientifiques, voit-on plein de gens qui s'emballent pour des idées, pour des modes, pour des concepts, pour des espèces de rumeurs, qui ne tiennent pas debout, et ils sont emballés par ça parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont intelligents, mais ils ne peuvent pas savoir que ce à quoi ils pensent n'a aucune valeur parce qu'ils n'ont pas étudié assez. Quand on entend dire que non, l'être humain n'est jamais allé sur la Lune et tout ça a été réalisé dans un studio de télévision et qu'on sait que c'est une espèce de rumeur qui est devenue planétaire et que les gens croient à ça. Et moi, il y a des gens qui m'en parlent et tout ce que je leur réponds, c'est deux choses. Que faites-vous des presque 1000 kilogrammes de roches lunaires qui sont dans une trentaine de laboratoires à travers le monde? D'où viennent-elles? Est-ce que ça vient d'une émission de télévision? Et puis, les images satellitaires prises à partir de l'orbite lunaire, des bases du LEM, le vaisseau spatial qui a atterri sur la Lune, les instruments sont encore là, ces machines-là sont encore là, on les voit. D'où viennent-elles? Est-ce que c'est un studio de télévision? Il me semble que si on avait étudié un petit peu plus, on aurait un esprit critique qui nous permettrait de ne pas verser et de ne pas perdre du temps dans des idées comme celle-là. Et ça, c'est lamentable parce que ce sont des jeunes qui sont intelligents et curieux. La preuve, ils font cet effort-là pour s'informer, mais ils ne sont pas à la bonne place. Ce qu'ils devraient faire, c'est rester à l'école. Rester à l'école et ainsi prendre conscience du monde qui les entoure plutôt que de croire des canulars. Bien sûr, puis développer son esprit critique et se dire « Ah, on avance telle chose, mais je vais vérifier. » Et je sais comment vérifier. J'ai une méthode de travail qui va me permettre de faire une recherche rigoureuse et de savoir si ce qu'on avance est sérieux ou non. Mais ça, tu apprends ça à l'école. Tu apprends ça au secondaire, tu apprends ça même au primaire, ça commence. Et au cégep. Alors là, au cégep, tu es déjà dans un contexte quasi universitaire, tu développes tous ces outils-là. Et si tu vas à l'université en plus, bien alors là, tu les développes encore plus. Et c'est les mêmes personnes, c'est juste qu'ils ont eu la possibilité d'avoir ce bagage de connaissances et de développer leur esprit critique. Ce qui est essentiel dans notre société où tout va trop vite, où tout est sur Internet. Les gens s'imaginent qu'ils ont plein de connaissances, mais au fond, bien souvent, non, ce n'est pas de vraies connaissances, ce sont de fausses connaissances. Et c'est très dangereux pour la science, parce que ces notions-là viennent combattre des connaissances réelles, validées par des études scientifiques sérieuses, et puis il y a des millions de personnes qui vont croire à ces choses-là, plutôt que de prendre le temps de réfléchir, de s'informer et de se rendre compte que ça ne tient pas debout. Mais les gens partent avec une idée comme celle-là et n'ont pas la rigueur intellectuelle de vérifier. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas par manque d'intelligence ni de curiosité. C'est parce qu'ils ne sont pas restés à l'école assez longtemps. C'est le principal message qu'il faut donner aux jeunes. Rester à l'école le plus longtemps possible. Vous avez été influencé par la science très jeune. Vous avez foncé dans ce domaine-là. Mais si vous aviez eu à faire un tout autre métier, qu'est-ce que ça aurait été? Il y a 3 autres choses qui m'intéressaient. La première, quand j'avais 20 ans, c'était d'être comédien, l'art dramatique. Ça m'intéressait beaucoup. Je n'ai pas eu le courage de me présenter à l'École nationale et au conservatoire. J'avais peur de le faire. Je pensais qu'on me refuserait, ce qui est dommage. Je pense que quand un jeune a un rêve, il faut poursuivre ses rêves d'abord, quand on est jeune, parce que quand on est plus vieux, il est trop tard. Alors, c'est quand on est jeune qu'il faut le faire. Donc, ça, c'est une chose qui m'intéressait. L'autre chose, c'était l'enseignement. J'étais très attiré par l'enseignement. J'aimais beaucoup étudier aussi à peu près à l'âge de 19-20 ans. Depuis mes 16 ans, j'avais vraiment accroché à l'éducation, à l'enseignement. Et puis, donc à 20 ans, ça m'intéressait l'enseignement parce que je me voyais poursuivre mes études, puis aller chercher des diplômes importants, puis peut-être même enseigner dans des domaines qui me passionnaient comme l'anthropologie, l'histoire de la science, etc.
Et puis la troisième chose qui m'intéressait, c'était la médecine. J'étais intéressé par la médecine. J'aurais bien aimé être médecin aussi, mais j'étais pourri en maths. Alors, il aurait fallu que je m'améliore grandement pour pouvoir obtenir les crédits nécessaires pour pouvoir faire une demande, poser ma candidature à une école de médecine. Mais finalement, je n'ai rien fait de ça. J'ai fait mon droit. Parce que mon père voulait que je fasse mon droit. J'étais d'une génération où on était très influencé par ses parents pour les études. Et donc, j'ai fait un cours de droit, ce qui m'a aidé pour le journalisme, qui m'a donné une rigueur intellectuelle puis une méthode de travail assez formidable. Aujourd'hui, le droit me sert encore tous les jours, mais c'est drôle parce que je suis devant une caméra, je fais découverte, donc le côté comédien est présent. Le côté d'enseignement aussi, puisque vous diffusez des connaissances. C'est ça. Et vous parlez de médecine de temps à autre. Et voilà. Et donc, finalement, j'ai réussi d'une autre façon à réaliser mes rêves. Et en terminant, sur une note très positive, quelle est votre plus grande fierté à ce jour au niveau professionnel? Bien, je pense que c'est vraiment d'animer Découverte. Je pense que c'est d'avoir eu la possibilité de me développer dans ma vocation au point où j'ai pu être utile d'abord aux nouvelles de Radio-Canada, puis ensuite à une émission comme Découverte, à titre de journaliste présentateur, de communicateur scientifique. C'est merveilleux d'avoir pu faire ça, de pouvoir se réaliser dans cette vocation-là. Ça me comble et ça me stimule. C'est une joie pour moi tous les jours de me lever pour aller travailler parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, je dirais que c'est d'avoir réussi à faire ça. Je pense que pour moi, c'est ma grande réalisation. Charles Tisser, je vous remercie infiniment. Merci à vous.